Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Comment Fabrice Desfontaines, dessinateur de Spirou et d'Astérix, père de famille tout ce qu'il y a de plus normal, se met-il à expérimenter des expériences paranormales? C'est ce que vous allez savoir dans cet épisode. En dehors de mener une vie normale, Fabrice ne se satisfait pas des opinions toutes faites et des idées préconçues. Il cherche à comprendre sans croire, hors des groupes et des idéologies, quelles qu'elles soient, à expérimenter et à penser par lui-même. Un projet tout à fait cartésien, car, comme disait René Descartes, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Dans cette interview, nous évoquons la communication avec les défunts, la médiumnité et les sorties hors du corps. Un épisode tout ce qu'il y a de plus normal, qui démystifie les expériences de conscience modifiée et qui élargit la vision du monde. Bienvenue dans la vibration de Fabrice Desfontaines. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors tu es scénariste et dessinateur de BD, Fabrice Desfontaines est un pseudo. Tu as dessiné plusieurs albums de Spirou et 2 livres illustrés d'Astérix sous un autre nom. Tu as aussi publié des BD plus personnels comme Journal intime d'un lémurien et Charlotte Gainsbourg, mon amour. Et dans Paranormalement, ta dernière BD, tu racontes ta vie normale et tes expériences paranormales sans idées préconçues et avec beaucoup d'humour, à la fois sur toi dans tes différentes expérimentations et dans les scènes qui font intervenir tes 2 enfants, Ulysse et Lou, qui ont, je crois, 5 ans et demi et 3 ans au moment du livre. Ouais, même un tout petit peu plus âgé. Ça commence à cet âge-là, mais ça se termine déjà, ils ont 6 et 8 ans, on va dire. Donc tu racontes tes recherches et tes expériences de médiumnité ou de sortie hors corps entre un brossage de dents et une dispute de tes enfants. Et eux aussi se mettent à parler, surtout le plus grand Ulysse se met à parler à ta grand-mère décédée. Ça c'est la fin de l'histoire, là tu spoil. Je spoil. Du coup, ce qui d'habitude paraît étrange et mystérieux, en tout cas complètement extraordinaire, dans cette BD, Paranormalement, devient tout à fait banal et presque normal. C'est une longue enquête. C'est qu'à la base, j'étais assez cartésien. Quand j'étais plus jeune, ma mère était à la Soka Gakkai, donc c'est une secte japonaise, mais qui a pas beaucoup d'adeptes en France. Et c'est assez marginal. Elle a pas dépensé de l'argent pour cette secte. Elle a juste participé à ça. La Soka Gakkai, elle se revendique d'appartenance bouddhiste, à la religion bouddhiste. Et donc, ça inclut la croyance en la réincarnation et au karma, etc. Et au final, moi j'ai baigné là-dedans, mais je l'ai assez vite rejeté parce que, déjà ma mère a passé énormément de temps à pratiquer, donc c'était des récitations de Namyo Renge-kyo, etc. Pour ceux qui connaissent. Des sortes de mantras, on pourrait dire. Voilà. Au final, moi ça m'a pesé quand j'étais enfant parce que je pouvais inviter personne à la maison, c'était un peu la honte. Donc j'avais mis ça de côté. Après j'avais eu quelques expériences paranormales étant jeune, enfant et adolescent. Mais comme je n'y trouvais aucune explication scientifique, j'avais un peu laissé ça de côté. Et puis au fil du temps, je m'étais forgé l'idée qu'il pouvait n'exister que le néant. Ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai étudié le phénomène OVNI. Et de fil en aiguille, en approfondissant le sujet, je me suis aperçu que souvent il y avait des notions de physique quantique et de conscience qui étaient liées à la phénoménologie OVNI. Il y avait un bouquin OVNI et conscience qui m'avait assez marqué et je comprenais pas pourquoi il joignait les deux. Et en fin de compte, c'était une nouvelle approche du phénomène OVNI. Ça place le sujet qui vit l'expérience dans une autre dimension. Ils expliquaient un petit peu l'existence d'autres plans qui pouvaient interférer.
Donc suite à ça, je trouvais que les arguments sur la présence d'OVNI étaient assez convaincants. Par contre, j'étais toujours très dubitatif sur cette histoire de conscience. Et puis après, je suis très curieux, donc j'ai consulté pas mal de sites internet qui vulgarisaient la physique quantique. Et j'ai été scié parce que cette physique quantique, elle défie l'entendement et elle répond pas du tout à cette physique traditionnelle auquel je croyais. Donc voilà, ça a commencé à chambouler un petit peu mes convictions. Mais c'est ça qui est aussi très intéressant dans ton livre, c'est que même en ayant expérimenté de manière spontanée plusieurs phénomènes comme des flashs médiumniques ou la télépathie, je pense notamment à 2 scènes que tu racontes dans ton livre. Mais oui, mais parce qu'on faisait pas de lien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais vécu des phénomènes de télépathie et de prémonition. Pour moi, c'est pas parce que cette réalité-là existait et que je pouvais pas l'expliquer, ça allait pas faire sens avec la réincarnation, la vie après la mort, l'âme, etc. J'avais pas trouvé de lien. Et justement, c'était ça qui était un petit peu problématique et c'est pour ça que je l'avais mis de côté. C'était pas cohérent, il y avait pas de logique. Et en creusant davantage, justement, donc de fil en aiguille avec la physique quantique, le phénomène OVNI, les expériences de mort imminente, rapidement il y a une logique qui s'est dégagée et je me suis dit oui, si on accepte l'hypothèse de l'existence d'une conscience qui ne soit pas complètement dépendante du cerveau, oui, en effet, ça ouvre des fenêtres. Est-ce que c'est ce besoin de cohérence qui t'a poussé à faire autant de recherches et d'expériences ? Oui, parce que je veux comprendre sans croire. Je rejette en fait le système de croyance parce qu'il est enfermant et que ce soit le système de croyance de ma mère qui était à la Soka Gakkai ou un système de croyance athée ou un système de croyance d'une autre religion, ça reste toujours une appartenance à un groupe, à une idéologie, etc. Et moi, j'ai toujours été une sorte d'électron libre qui voulait pas faire partie d'un groupe et davantage expérimenter et penser par moi-même. Et là, en fin de compte, j'essayais dans un premier temps d'avoir une approche logique et de trouver une cohérence. Il y avait plusieurs pistes envisageables, comme celle de tester la médiumnité ou celle de tester les décorporations, les sorties hors du corps. Pour moi, c'était 2 choses intéressantes parce qu'on pouvait l'expérimenter par moi-même et il suffisait juste que je m'en donne les moyens. Ça m'a conduit ensuite à m'intéresser au livre de Sylvie Détioliaz, qui avait écrit Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse. Et Nicolas Fraisse, donc, c'est une personne qui a la capacité de sortir de son corps, c'est-à-dire quand il s'ennuie, par exemple, quand il était plus jeune, il s'ennuyait en cours, il arrivait à projeter une partie de sa conscience loin de son corps et à choper des informations chez lui, par exemple, pendant qu'il était dans sa salle de classe. Il faisait des projections de conscience, c'est un petit peu différent, et il faisait aussi des voyages astraux, donc cette capacité de sortir de son corps et puis de voyager, d'être ou dans l'espace ou sur Terre, etc. Et de ramener également, c'est ça qui est intéressant, des informations confirmées, corroborées et prouvables même scientifiquement, puisque à la base, ils l'ont testé avec huissier, avec un protocole en double aveugle, et Nicolas Fraisse a réussi à ramener énormément d'informations justes. Donc c'est à partir de la lecture de ce livre que tu t'es intéressé à ces expériences de sortie hors du corps et à commencer à les pratiquer pour toi ? Voilà, alors j'ai commencé à acheter des bouquins là-dessus et je me suis rendu compte que c'était assez difficile de réussir l'exercice. J'ai écouté aussi des audios de William Buhlman qui donne des conseils, des exercices, etc. Et en écoutant, j'ai ressenti des premières sensations. Quand il y avait une petite clochette qui sonnait, hop, j'avais l'impression que mon corps il commençait à décoller, ça me faisait peur, hop, je redescendais. Et je me suis un peu pris au jeu, je me suis dit, mais en fin de compte, comme je suis d'un naturel très sceptique, donc à la base j'y croyais pas, mais là j'ai commencé à me dire peut-être que c'est vrai. Et là ça a été intéressant parce que j'ai commencé à croire au phénomène. Et je pense que pour réussir ce truc-là, il faut d'abord avoir la foi. Et un jour par hasard, je suis tombé sur un PDF qui s'appelle Ranuga. C'est un Russe qui enseigne aussi le voyage astral. Et là c'était un petit PDF gratuit qu'on pouvait trouver sur Internet à la disposition de tous. Et en le lisant, ça avait l'air d'une simplicité enfantine. Il parlait de résultats très très rapides à la portée de tous. Et j'ai suivi exactement le protocole. Un jour, ça a marché. J'ai réellement réussi à décoller, donc à sortir mon bras sans utiliser mes muscles. Mais voilà, enfin, j'avais vraiment ce bras qui sortait, une sorte de double qui sort, et puis j'ai le buste, etc. Et ensuite, j'ai réussi à me soulever, à me désengager, en fin de compte, d'une sorte de corps, mais c'était assez caoutchouteux, c'était assez difficile. Et dans le protocole,
il fallait s'éloigner le plus possible de son corps sans le regarder, de peur de le réintégrer. Au final, si je m'étais retourné pour regarder mon corps, j'aurais pu être réintégré. L'idée, c'était d'aller le plus loin possible pour vraiment s'en détacher. Et ensuite, j'avais l'impression d'être d'une sorte de corps éthérique, cotonneux, etc. Et là, c'était la plus grande expérience de ma vie. Disons que ma conscience était délocalisée. Pour la première fois de ma vie, je pensais, mais je n'étais pas dans la même chambre que mon corps physique. J'étais dans une sorte de corps éthérique à distance de mon corps physique. Et j'étais conscient à 100% de mes capacités. Et donc, j'étais hyper heureux parce que j'avais enfin réussi à me prouver, à comprendre aussi, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, qu'on pouvait en effet exister loin de son cerveau. C'est une expérience assez folle. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'admettre que ta conscience n'était pas localisée dans ton cerveau? En fin de compte, ça permet d'être un peu plus humble, de revenir sur ses croyances et ses certitudes que tous ces trucs-là ne peuvent pas exister. Et puis ça ouvre une perspective énorme. Déjà, c'est pas expliqué scientifiquement. C'est-à-dire que personne n'a expliqué scientifiquement ce phénomène-là, comme celui de la voyance ou de la télépathie. Donc à un moment donné, la science ne pouvait plus répondre à mes questions puisqu'elle était dans l'incapacité d'expliquer ce qui m'était arrivé. Ça pouvait pas être le hasard, ça pouvait pas être... voilà. Donc, je ne pouvais plus faire confiance à la science actuelle pour avoir une réponse. Et donc, ce que ça change, c'est qu'on en arrive à l'idée que peut-être qu'on survit après la mort et peut-être qu'on ait une conscience. Comme dit Sylvie d'Étioliaz, donc c'est une scientifique, celle qui a travaillé avec Nicolas Fraisse, selon elle, on serait une sorte d'onde, on redeviendrait une onde. Si on fait cette petite métaphore, on est une onde et on est incarné, et ensuite, quand le corps physique disparaît, cette onde, elle continue, sauf qu'elle est dans un autre espace. Donc, c'était quelque chose qui a été corroboré avec mon expérience que j'ai fait avec une médium. Donc, je voulais savoir si, en effet, il était possible de dialoguer avec des défunts, d'obtenir des informations qui prouvent à 100% l'existence d'une vie après la mort. J'ai enquêté, j'ai fait mon Stéphane Alix avec son célèbre livre Le Test. Donc Stéphane Alix, c'est cet auteur qui est aussi directeur du journal Inexploré et de l'INRES. Donc j'ai contacté plusieurs médiums, et dont une qui était vraiment très impressionnante. Elle avait fait quelques vidéos de médiumnité en salle. Donc cette personne s'appelle Marie-Angélique Couderc, elle pratique encore. Et j'ai voulu obtenir un rendez-vous avec elle, mais à l'époque, elle était vraiment très plébiscitée, et donc j'ai dû attendre un certain temps. C'est pour ça qu'entre-temps, j'ai vu d'autres médiums qui n'ont pas du tout été convaincants, sauf une qui avait d'ailleurs été déjà testée par Stéphane Alix dans le test, qui était assez bluffante. Elle a donné des choses, en effet, des informations qui étaient incroyables, mais c'était mélangé aussi avec d'autres informations qui n'avaient pas grand intérêt. Et quand j'ai eu enfin mon rendez-vous avec Marie-Angélique Couderc, j'ai fait les choses de façon très scientifique. J'ai tout enregistré, j'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Et là, en réécoutant l'enregistrement, en tout, il y avait 126 informations qui étaient données en 1 heure. Et les 126 informations se sont toutes avérées justes. Même celles qui, sur le coup, je pensais qu'elles étaient un peu fumeuses ou pas très vraies. Et puis après, en demandant à ma mère, ou même justement en attendant un peu, parce que des fois, il y avait des informations qui allaient se réaliser. Par exemple, ma grand-mère, avec qui je communiquais par l'intermédiaire de la médium. Ta grand-mère qui était décédée, hein. Voilà, qui était décédée, m'a informé que j'allais avoir un changement professionnel imminent. Et ce qui n'était pas du tout possible, parce que je travaillais sur Spirou. Et en tant que dessinateur, je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais vraiment attelé à terminer ce livre plus vite. Et 3 jours plus tard, je reçois un appel des éditions Albert René pour Astérix, qui me donne une occasion en or que je peux pas refuser, qui est de dessiner un livre illustré d'Astérix. Et là, je suis obligé de faire un grand virage, d'arrêter complètement mon Spirou et de me consacrer pendant 1 an uniquement à Astérix. Donc, en fin de compte, sur le coup, il y avait peut-être 125 informations sur 126, et puis 3 jours plus tard, il y avait 126 informations justes sur 126. Et ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est qu'à titre d'exemple, si ça avait été mon frère à la place de moi, j'aurais eu que 80% de bonnes réponses, alors qu'on a la même grand-mère.
parce qu'elle arrivait à donner des anecdotes, des précisions très très fortes. Je reconnaissais son humour, sa façon de parler, son vocabulaire. Donc c'était aussi une grosse claque de me dire, en effet, cette grand-mère que je pensais morte, son onde, son âme ou son énergie, elle est bien en vie et peut-être même encore plus en forme que lorsqu'elle était sur Terre. Donc c'est en consultant cette médium que tu apprends aussi que l'un de tes enfants discute avec ta grand-mère décédée plusieurs années auparavant. Je recontacte cette Marie-Angélique 1 an plus tard. Donc elle était aussi en contact avec ma grand-mère. Et elle me dit, c'est marrant, elle me raconte que l'un de tes 2 enfants, alors je lui parle beaucoup, il est très 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 bavard, et il lui parle d'espace, de fusées, d'étoiles, etc. Là, ça fait tilt, parce qu'en effet, le plus grand, Ulysse, il est passionné d'astronomie, il a un grand poster dans sa chambre avec toutes les planètes, voilà, il est vraiment là-dessus. Et deuxième chose qu'elle savait pas non plus, c'est qu'il est très 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 bavard. Donc là, quand elle me dit très très bavard et qu'elle me donne la thématique qui était obsessionnelle à l'époque où il jurait que par l'espace, les planètes et tout ça. Donc ça me fait rire. Et après, quand j'ai terminé ma conversation avec Marie-Angélique, j'ai été le voir, Ulysse, et j'ai dit, tu parles à Mémé, enfin à ma grand-mère? Et puis là, il me regarde, il me dit, oui, mais comment tu sais? Qui c'est qui te l'a dit? Donc je lui explique, mais je lui dis, mais comment ça que tu lui parles de quoi? Et puis il dit, je lui parle de tout, d'espace, de fusée, de machin, etc. Et il corrobore à fond sur ce que m'avait dit la médium. Et il continuait à lui parler, mais sans l'entendre. Et un jour, il me dit, j'entends Mémé, elle me parle. Je lui dis, comment ça, elle te parle? Et il me dit, oui, elle me dit, bonjour, je t'embrasse. Et je dis, c'est tout? Il me dit, oui, juste bonjour, je t'embrasse. Je suis d'un naturel très sceptique, donc forcément, je prends pas ça pour argent comptant. Je me dis, ok, l'histoire, il parle à ma grand-mère, elle le capte, elle le dit à la médium, ça je veux bien. Mais par contre, lui, comme par hasard, il l'entend et il devient médium à son tour. Là, j'ai un peu des doutes, donc je le prends pas vraiment au sérieux. Je lui dis pas qu'il ment, mais je passe à autre chose. Mais ça revient tout le temps. Et quand je mets plus ou moins en doute sa parole, là vraiment il s'énerve et il tient tête et il dit non, mais je te jure que c'est vrai. Et vraiment ça l'énerve au plus haut point si je mets en doute ce qu'il raconte. Et comme ça dure des mois, et que c'est systématiquement la même chose, là je suis quand même obligé de constater que il y a de grandes chances que ça soit vrai. Et au final, un jour, comme d'habitude, elle lui a dit bonjour le matin quand il se réveillait, mais ça lui a fait peur parce que ça l'a vraiment surpris. Et ce jour-là, il lui a demandé de plus lui parler parce que ça lui faisait trop peur. Et apparemment, ma grand-mère a respecté son truc puisqu'elle lui a plus jamais parlé, en fait. Et lui, il n'entend plus depuis. Donc au final, j'avais un petit peu fait le tour de la question concernant les preuves. Parce que là, tout faisait sens. C'est qu'en fin de compte, j'avais enfin une explication pour tous ces trucs-là qui peuvent paraître extraordinaires et qui ne le sont pas tant que ça si on lâche l'idée que la conscience est dans le cerveau, quoi. Et c'est pas bien compliqué à comprendre si on imagine que la conscience est une sorte d'onde. L'émotion que tu évoques le plus lors de tes expériences, c'est la peur. Pas la joie d'avoir réussi ou la gratitude d'accéder à un espace que peu de personnes aujourd'hui arrivent à connecter. À ton avis, est-ce que la peur est l'une des raisons pour lesquelles aussi peu de gens aujourd'hui accèdent à la médiumnité, la télépathie ou les sorties hors corps ? Ça dépend, parce que par exemple pour ma décorporation, j'ai pas eu peur. Et encore, si j'ai eu peur, puisqu'au final, dans la deuxième expérience de décorporation, j'avais l'impression que je me jetais dans le vide et que c'était presque suicidaire. Donc j'avais une peur terrible, puisque c'était quasiment la peur de la mort. Donc il y avait cette idée que si je passais j'étais aspiré par une sorte de vortex, si je me laissais aller à ce vortex, enfin je prends des images, j'étais aspiré dans quelque chose d'autre, j'étais aspiré dans une autre dimension, et le simple fait d'accepter de se laisser aspirer, c'était comparable à sauter dans le vide du haut d'une falaise et se suicider, quoi. C'était un petit peu la même peur. Donc c'était presque fou. En même temps, j'avais tellement cette volonté d'y accéder que j'étais prêt à tout. Mais là, la peur, elle est optimale parce que je vois pas ce qui peut faire plus peur que de se tuer. Donc oui, c'est vrai que la peur, elle est pas antinomique avec la joie, et au contraire, je dirais que plus la peur, elle est présente au début, plus la joie, la récompense, elle est à la fin. Donc là, dans cette deuxième expérience, je volais littéralement comme Superman au-dessus d'une autoroute, d'une ville, etc. Je traversais les voitures, je traversais les passants et tout.
Je pense que le rêve de tout le monde, de pouvoir voler dans le ciel etc. Donc c'était extraordinaire. Donc la joie, elle est incommensurable. Et elle vaut bien cette peur du début. Et après, la peur, elle vient surtout du fait que le phénomène n'est pas intégré dans notre quotidien. C'est qu'en fin de compte, quand on ressent quelque chose et qu'on a un pressentiment de la mort d'une personne, par exemple, ça fait d'autant plus peur que dans notre quotidien, c'est quelque chose d'impossible. C'est pas comme si on nous disait « Ah oui, mais ça arrive, vous inquiétez pas, ça peut arriver à tout le monde ». Moi, j'ai grandi dans une société où ce genre de choses n'existe pas. Donc quand ça existe quand même, alors que c'est censé ne pas exister, ça fait peur, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce livre Paranormalement, c'est que justement, ça rend normal des faits qui sont censés ne pas exister ou qui sont dits paranormaux tellement ils seraient anormaux. Alors qu'en fait, quand on discute avec plein de gens différents, il y a énormément de gens qui ont vécu cette expérience, notamment de prémonition de la mort d'un proche. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui était aussi incroyable dans ma recherche et dans mon enquête, c'est qu'au final, dans mon entourage, je me rendais compte qu'il y avait peut-être une personne sur 3 ou sur 4 qui avait aussi vécu des choses extraordinaires. Et ils en parlaient pas justement parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas censé exister, donc on n'en parle pas, c'est tabou. Comme ma belle-mère, par exemple, une femme terre-à-terre, cartésienne, qui, elle, avait, à la mort de son premier mari, l'avait entendu. Dans un premier temps, elle s'est dit « je deviens folle ». Et par la suite, sa propre mère a vu, peu de temps après la mort de cet homme-là, son gendre au pied de son lit. Donc elle l'a vu vraiment, et elle l'a entendu également. Elle l'a vu comme on voit un hologramme, on va dire. Et ensuite, son ancien mari, elle le ressent en permanence. Il lui a même plus ou moins sauvé la vie parce qu'un jour, elle était sur autoroute et elle a senti sa main sur son épaule et il lui a ordonné de changer de voie immédiatement, ce qu'elle a fait. Donc elle a viré son volant, elle a changé de voie. Sa mère qui était à côté lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « c'est Guy qui m'a demandé de changer de voie ». Et au moment où elle dit ça, il y a une voiture qui s'encastre sur la voie qu'elle venait de quitter. Donc je découvre ça, j'hallucine, je dis « mais t'en as jamais parlé, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on se connaît ». Elle me dit « non, j'en parle à personne parce que les gens ils peuvent pas comprendre ». Et il dirait juste que je suis folle. Et c'était comme ça sur plein de personnes de mon entourage aussi. Il y avait la meilleure amie de ma compagne qui, elle, quand elle était petite, elle voyait vraiment un fantôme. Elle voyait une ombre passer, essayer de lui prendre des fois les pieds quand elle dormait, etc. C'est un traumatisme, en fait. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout lié à une terreur nocturne ou autre. C'était vraiment là. Donc elle a été marquée aussi parce qu'elle pouvait pas en parler à ses parents. Elle se cachait sous les draps tous les soirs, elle était terrorisée. Et c'est plus tard qu'elle a appris que dans cette fameuse maison, il y avait une personne qui s'y était suicidée avant qu'ils y emménagent. Qu'est-ce qui t'a poussé à dessiner et à faire un livre avec toutes ces expériences, justement ? Rapidement, quand j'ai mené cette enquête, j'ai trouvé que c'était un bon sujet de bande dessinée, que ça avait jamais été fait. Mais c'était super difficile à mettre en place. Ça collait pas non plus avec mon style de dessin. C'est pour ça que j'ai changé de style de dessin et aussi de pseudo, tant qu'à faire, pour me sentir plus libre de raconter des choses personnelles et intimes. Et donc, quand on voit le dessin d'Astérix ou de Spirou, c'est vraiment un dessin franco-belge très classique. J'avais fait aussi des petites bandes dessinées animalières, mais c'était aussi très Disney, très comique. Et là, avec l'accord de l'éditeur, il fallait que je trouve un dessin qui représente des humains plutôt que des animaux pour qu'on s'y reconnaisse. Et en même temps, qui fasse plus sérieux. Enfin voilà, me dégager de mes influences franco-belges. Donc voilà, j'ai fait des recherches pour trouver un dessin simple qui puisse exprimer les sentiments et le ressenti d'une façon la plus juste possible. Donc j'ai essayé de dessiner avec mon cœur, entre guillemets, plutôt qu'avec ma tête. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le style de dessin franco-belge, Spirou ou Astérix, c'est technique. Et ce dessin-là, il était plus intuitif. Et est-ce qu'il y avait une volonté de dédramatiser ces expériences ou de les rendre justement plus normales pour le plus grand nombre ? Ou pas ? Au début, je voulais traiter de ce sujet à part entière. Et c'est l'éditeur qui m'a encouragé à raconter mes anecdotes de famille avec mes enfants. Et d'ailleurs, j'ai commencé le livre. Le lien n'avait pas encore été fait entre ma grand-mère et mon fils. Ça s'est fait par la suite. Ça fonctionne super bien, les deux ensemble. Ah, merci. Après, il y a des gens qui sont un peu troublés justement par ce côté. Parce que voilà, une personne qui est réticente, qui ne croit pas du tout à ces sujets-là, qui veut pas s'y intéresser, qui est pas ouvert d'esprit, va trouver que c'est dommage, que ça vient comme un cheveu sur la soupe, et c'est dommage de gâcher des petites anecdotes de vie de famille sympathiques avec des sujets complètement perchés, quoi. Voilà.
L'éditeur, ce qu'il voulait, c'était entraîner le lecteur, lui montrer que j'évoluais dans un environnement tout à fait normal, jeune père de famille, enfin jeune, pas très jeune, mais père de famille avec 2 enfants, une vie dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, et en même temps développer cet aspect dit paranormal, parce que pour l'instant, il n'est pas encore compris. Et c'est ça, moi c'est ce que je trouve super fort dans cette BD, c'est que justement cet aspect paranormal devient normal. Il est intégré au quotidien et aux scènes de la vie ordinaire. C'était peut-être pas ta volonté initiale, mais je trouve que ça dédramatise vraiment le sujet et toutes les recherches que tu fais en parallèle, les livres que tu lis, les vidéos que t'écoutes. Enfin voilà, ça fait partie de la vie de quelqu'un qui s'intéresse à ce type de sujet et la manière dont c'est montré, je trouve ça vraiment super intéressant. Et en même temps, ce qui séduit même les personnes qui sont pas du tout ouvertes à ça, ils reconnaissent quand même qu'il y a un lien incroyable qui s'est fait entre ma grand-mère et mon fils. Et même mon deuxième enfant aussi, parce qu'il était très sensible à ça, il a la photo de ma grand-mère avec lui et tout. Et je me suis dit, c'est fou parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le final, il est que avant de m'intéresser à ces sujets, j'avais très peu, voire pas du tout parlé de ma grand-mère à mes enfants, alors qu'elle avait eu un rôle primordial, c'était plus qu'une mère quasiment. Elle m'avait élevé, elle comptait effectivement énormément pour moi. Et pourtant, par pudeur ou je ne sais quoi, j'en avais pas vraiment parlé, alors que maintenant, avec mes enfants, c'est un membre, même s'ils l'ont pas connu, c'est un membre de la famille, ils en parlent, c'est une référence. Et concrètement, il y a un lien qui s'est fait, qui n'était pas censé exister, quoi. La finalité, elle est aussi terrestre, c'est qu'au final, on est incarné sur Terre dans cette dimension-là pour une bonne raison, et c'est ça qui est le plus important. Donc, il faut mener sa vie, c'est qu'en fin de compte, les conseils de l'au-delà, ils vont toujours dans le sens de la vie, quoi. Ils nous demandent pas d'être perchés, ils nous demandent de continuer notre bout de chemin. Fabrice, est-ce que t'as un ou des super-pouvoirs ? J'ai eu des super-pouvoirs très éphémères. Ça m'est déjà arrivé de capter des informations d'une autre personne. Par exemple, un jour, c'est comme si j'avais téléchargé des données de ma compagne. J'ai ressenti tout ce qu'elle ressentait depuis des années dans notre relation. Et c'est comme si j'avais téléchargé des informations. Et c'était assez effrayant parce que j'étais projeté dans la peau de l'autre. Ou pour expliquer différemment, un jour, j'ai donné une pièce à une personne SDF. Et quand je lui ai donné cette pièce, j'ai été propulsé dans son ressenti et j'ai ressenti vraiment la joie et la satisfaction d'avoir reçu cette pièce, etc. Et j'en étais complètement bouleversé parce que j'étais lui et donner cette pièce, c'était bizarre, c'était comme me donner une pièce à moi-même. Et justement, je me suis dit, ça y est, j'ai ce super pouvoir, je vais pouvoir donner des pièces tous les jours à tous les SDF et ça va me procurer énormément de joie. Et ça s'est pas reproduit. C'est un super pouvoir très limité dans le temps. Comme la fois où je lisais dans la tête de ma grand-mère, et ça a duré peut-être 10 minutes, où je lisais toutes les informations. Alors là, par contre, je captais ce qu'elle pensait au moment, mais je rentrais pas dans sa vie. Je pouvais pas capter tout ce qu'elle avait dans sa tête. Je pouvais capter l'essentiel, à savoir, les informations du moment, savoir à quel chiffre elle pensait quand elle y pensait, etc. Connaître les phrases qu'elle avait dans la tête. Et ce qui était passionnant, c'est que j'ai pu le vérifier. Elle me faisait réciter des leçons, donc elle me lisait des passages d'histoire. Ensuite, elle m'interrogeait, elle me posait des questions précises. Et moi, je l'écoutais plus. J'avais basculé dans cet état de tunnel où j'avais l'impression de tout capter dans sa tête par une sorte de tunnel invisible. Et je lui donnais les réponses en les puisant non pas dans mes souvenirs, mais en puisant dans les siens. Et donc, comme ça a duré, ça a commencé à me faire peur, encore une fois, parce qu'au début, c'est un phénomène où on trouve ça marrant au début, et puis après, c'est plus tellement drôle quand ça continue, parce que là, on se dit, bah oui, je suis réellement en train de lire dans sa tête. Donc là, ça fait flipper, parce que quand ça fait vraiment trop longtemps que je lisais dans sa tête, et que j'avais une boule au ventre, et que ça m'angoissait terriblement, je lui ai dit d'arrêter de faire réciter les cours, parce que justement, j'étais en train de lire dans ses pensées, donc ça l'a fait rire. Et comme j'étais encore dans cet état-là, de tunnel, je lui ai demandé de penser
un chiffre entre 1 et 10, donc elle y a pensé, je l'ai deviné. Elle a été surprise, mais elle a rigolé, puis elle a dit, bon, bah oui, mais t'avais une chance sur 10. Et j'étais encore dans le fil du truc, donc j'ai dit, vas-y, bah, on s'en fiche, elle est entre 1 et 20, tu penses et tout, et j'ai encore deviné. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas le fait d'avoir deviné 2 fois de suite qui est intéressant. C'est le fait d'avoir eu ce tunnel et d'être dans cet état-là depuis une dizaine de minutes. Voilà, donc c'est des super pouvoirs. Comme le fait de prédire la mort de mon autre grand-mère, là c'était ma grand-mère paternelle, j'avais reçu cette information à 2h du mat, j'avais aussi reçu l'information qu'il fallait absolument que je le note pour en avoir une preuve. Encore une fois, c'est mon côté très cartésien, je vais avoir besoin d'une preuve, il faut le noter. Et j'ai noté l'heure, il s'avérait que c'était celle qui correspondait, et ma grand-mère paternelle n'était pas du tout malade, elle avait aucune raison de mourir ce jour-là. Donc c'est des super pouvoirs, mais qui sont pas du tout persistants, quoi. Et toi, t'as des super pouvoirs? Moi, je crois pas. C'est pareil, j'ai eu des expériences mystiques ou paranormales, comme une vision d'une vie antérieure. Je pense que c'était une vie antérieure. Ou la sensation de respirer avec l'univers, ou parfois, oui, aussi de ressentir ma grand-mère et mon grand-père aussi, quand ils sont morts. Mais c'était après la mort. Mais pendant un petit temps après la mort? Ouais, peu de temps après. Mais après, voilà, ça arrive après la mort, mais ça continue pas forcément dans le temps, des années plus tard. À quoi est-ce que tu aimerais que le futur ressemble? Dans l'idéal, forcément, un monde sans guerre, avec une énergie propre, protéger la planète, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que on a été incarné sur cette terre pour vivre la dualité, pour vivre des choses très difficiles. Donc je ne sais pas pour quelle raison on est sujet à autant de souffrances sur cette planète. Oui, dans l'idéal, je me dis un monde pur, fait d'amour, et en même temps, étant donné a priori on vient d'un état fait d'amour dans l'au-delà, on va dire, peut-être que justement on est sur Terre pour expérimenter quelque chose de difficile et de différent. Je pense que ça me dépasse et que les choses elles sont ce qu'elles sont, et que oui, forcément on a tous envie de les tirer vers quelque chose de plus positif, mais je sais pas si c'est ça la finalité. Et est-ce que tu aurais un ou des conseils pour vivre au mieux la période qu'on traverse du coup? Alors là, justement, la période qu'on traverse qui est chaotique, je suis d'accord, sauf que pour moi, sur Terre, toutes les périodes ont toujours été très chaotiques au final. C'est qu'en fin de compte, j'ai pas l'impression d'être dans une époque plus difficile que celle des années 50, ou que celle des années 40, ou que celle des années même 60. J'ai l'impression que voilà, les guerres, les atrocités ont toujours existé. Si on me disait, voilà, tu préfères être incarné dans quel pays, à quelle période sur Terre, je serais bien embarrassé parce que je connais pas d'endroit et d'époque tranquille. Donc pour moi, l'âge d'or n'existe pas. Et au final, j'aurais tendance à me repositionner dans la même tranche. Je suis né dans les années 70. J'aurais plutôt tendance à me dire, pour l'instant, ça va. Et le pire est à venir, mais en même temps, le pire est aussi derrière nous. Et c'est vrai que j'aurais détesté vivre pendant des époques de guerre. Enfin, les 2 premières guerres mondiales, les guerres d'Algérie, la menace nucléaire qui existe depuis que je suis tout petit. Pour moi, c'est pas pire maintenant. C'est même moins pire. À mes yeux, c'est moins pire. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. Si vous avez adoré ce podcast, partagez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux, où vous voulez. Et si les valeurs de ce podcast vous parlent, sacré, spiritualité hors de tout dogme et religion, ancrage, humour, vous êtes également bienvenus à rejoindre la communauté des Mystiques sans frontières sur Patreon et à faire un don mensuel ou ponctuel. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Sur Patreon, je vous propose le premier lundi du mois des cercles de mantras pour vibrer ensemble et pour vibrer haut, et le 3e lundi du mois, un espace de parole autour de vos expériences mystiques, loin des commentaires déplacés ou malveillants. Et je serai très heureuse de vous accueillir dans l'un ou l'autre de ces cercles, ou les deux. Ensemble, rallumons le feu sacré.
Merci pour votre écoute et à très bientôt.